Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Déclaration d'accident du travail et phase d'instruction, quel piège à éviter. Je suis Alexandra Guimarès, chef de projet événementiel sur l'expertise RH chez Heming et je suis ravie d'animer ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire durera une trentaine de minutes et nous prendrons à la fin de cette session 10 à 15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Naturellement, ce webinaire sera enregistré et le replay ainsi que le support de présentation seront disponibles à la fin du webinaire. Le support de présentation sera également disponible dans la partie ressources qui se trouve juste en bas à droite de votre écran. Vous pouvez poser toutes vos questions via l'onglet Chat participant qui se trouve, lui, en haut à droite de la plateforme pendant toute la durée du webinaire. Alors n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Découvrons ensemble maintenant le programme autour de ce webinaire. Nous allons aborder des points essentiels pour vous aider à éviter les pièges lors de vos déclarations, mais aussi comment motiver un courrier de réserve de façon claire et impactante. Et bien sûr, nous vous informerons des dernières actualités concernant la DAT. À présent, je suis ravie d'accueillir et de vous présenter nos intervenants du jour. Daniela Margitican, consultante en performance et management des risques professionnels chez Heming. Bonjour Daniela. Bonjour. Et Floriane Legrand, team leader DAT pour la performance et management des risques professionnels chez Heming. Bonjour Floriane. Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde. À présent, je vous laisse en compagnie des expertes et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Bonjour à tous. Commençons ce webinaire en partageant quelques chiffres clés autour des accidents du travail. Chaque année, la Caisse nationale d'assurance maladie publie un rapport qui nous donne des données statistiques sur les risques professionnels, donc à savoir les accidents de travail et maladies professionnelles. Il ressort de ce rapport que le nombre d'accidents du travail est en baisse depuis la période de crise sanitaire, à savoir qu'entre 2019 et 2023, ceux-ci ont baissé de 15%. Si cette tendance est positive, il n'en reste pas moins que en 2023, nous enregistrons plus de 717 000 accidents du travail au niveau national, dont 759 décès, soit 21 de plus qu'en 2022. Concernant les conséquences de ces accidents du travail, il est à noter que les absences sont de plus en plus longues en moyenne et pèsent sur les entreprises. Le montant des indemnités journalières, quant à lui, est également en croissance de plus 8,6% entre 2022 et 2023. La branche accident du travail et maladies professionnelles est excédentaire en 2023, ce qui est la même tendance qu'en 2022. Elle est excédentaire en 2023 de plus 1 350 millions d'euros. La cotisation accident du travail et maladies professionnelles, quant à elle, est également en augmentation de plus 4,6%. Enfin, le montant du remboursement des cotisations sociales aux entreprises s'élève à 210 millions d'euros en 2023, ce qui témoigne d'un contentieux abondant en matière de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles. 94% des accidents du travail que vous déclarez sont reconnus par les caisses primaires d'assurance maladie et ceci génère en moyenne en 2022 88 jours d'arrêt de travail, soit une augmentation très significative entre 2021 et 2022. En 2021, le nombre moyen de jours d'arrêt de travail pour accident du travail était de 66 jours. Nous allons également vous parler tout au long de ce webinaire d'une réforme qui n'est plus tout à fait récente, mais tout de même qui a ses impacts, qui date du 23 avril 2019, par laquelle le souhait était de renforcer le contradictoire en matière de reconnaissance des accidents de travail et maladies professionnelles. Donc, quelle était l'ambition de cette réforme? C'était de favoriser les échanges entre le salarié, la caisse primaire et l'employeur en amont des décisions de reconnaissance, d'intégrer plus de transparence dans la façon dont les décisions sont prises pour réduire la contestation postérieure de ces décisions. Tout cela étant favorisé par l'introduction des échanges dématérialisés à travers notamment le site de la Caisse primaire d'assurance maladie, Amélie, questionnaire risque professionnel, que vous utilisez désormais majoritairement. Et donc tout au long de ce webinaire, on va vous donner les implications, les différentes actualités de cette réforme, mais aussi l'opportunité que présente ce fameux site mis à disposition par la CPAM dans la gestion de vos accidents du travail.
Et je vais laisser la parole à Floriane tout de suite sur comment éviter les pièges au moment de la déclaration d'accident du travail. Effectivement, pour pouvoir sécuriser votre déclaration et éviter certains pièges et certains écueils, il y a des impératifs à garder en tête. Le premier, c'est le fameux respect du délai de 48 heures. En tant qu'employeur, vous êtes obligé d'effectuer la déclaration d'accident du travail à partir de la connaissance du fait accidentel dans un délai de 48 heures. C'est important parce que si vous ne respectez pas ce délai, vous risquez de vous exposer à des sanctions. La CPM les met en œuvre de plus en plus fréquemment et ça peut vous limiter ensuite dans la contestation éventuelle des dossiers que vous allez avoir. Alors ce délai, à partir de quand est-ce qu'il va commencer à courir? Eh bien, à la date de connaissance du fait accidentel. Mais quelle est cette fameuse date et quelle est la date limite pour déclarer? Rien de mieux pour ça que d'avoir une illustration. Je vous donne un exemple. Nous avons Jean-Jacques qui, jeudi, chute au sol l'après-midi alors qu'il porte des cartons avec Bruno. Résultat, douleur au bas du dos, hématome. Nous avons un témoin, Bruno est clairement témoin. L'information est faite le vendredi lors du retour à l'entrepôt via la trame de recueil des faits de l'entreprise. L'équipe RH ne prend connaissance du recueil des faits que le lundi matin et fait la déclaration le jour même. Sommes-nous en déclaration tardive? Eh bien, oui, puisque la date de connaissance du fait accidentel, c'était jeudi, puisque nous avons un témoin, Bruno, qui était bien témoin de l'accident. Bruno n'est pas en capacité de faire sa déclaration d'accident de travail, il n'est pas habilité. Néanmoins, il est préposé de Jean-Jacques dans le cadre de son activité et donc il y a bien une connaissance par l'employeur. En tout cas, c'est comme ça que la CPAM va faire son information et va retenir comme information. Nous avons un préposé qui est informé du sinistre et donc le délai commence à courir du jeudi, soit jusqu'au samedi soir pour déclarer si on respecte les 48 heures. Souvent, les équipes RH ne fonctionnent pas les samedis et donc la déclaration n'étant faite que le lundi, la déclaration est tardive. Il y a ici un risque de sanction de la part de la CPAM. Deuxième piège à éviter, le fait d'avoir des informations les plus complètes possibles. Le recueil des faits va vraiment être l'étape indispensable à la déclaration et va vous permettre de pouvoir faire une déclaration qui soit la plus complète possible. L'idéal, c'est d'avoir des fiches de liaison, des outils en ligne, hein, n'importe quelle typologie de format, mais qui fassent remonter toutes les informations qui sont indispensables à la saisie de la DAT, que ce soit sur l'activité du salarié, qu'est-ce qu'il faisait exactement à ce moment-là, est-ce qu'il y avait des contraintes matérielles, tous ces genres d'éléments vont être essentiels pour pouvoir remonter l'information correctement dans le cadre de la déclaration. Il est aussi indispensable, et ça on vous le préconise vraiment, d'avoir un contact auprès du manager de l'équipier ou auprès du témoin ou de la première personne à viser s'il y en a une, de manière à recouper les informations qui sont également transmises. Ce recueil des informations, il va permettre de comprendre et d'être capable de faire le film de l'événement dans sa tête, de comprendre ce qui s'est passé. Si ce film n'est pas correctement réalisable, ça veut dire qu'il y a des incohérences qui vont être identifiées et il va falloir creuser ces incohérences pour savoir si nous étions bien au temps et au lieu du travail. Est-ce que c'est bien conforme avec les dires des collaborateurs? Est-ce que c'est réalisable? Et qu'est-ce qu'on peut mettre aussi en place comme mesure de prévention pour éviter certains aspects? Le troisième point qui est important dans le cadre de la déclaration, c'est d'essayer d'éviter toute subjectivité ou émotivité dans le cadre de la déclaration. Il ne faut pas oublier que ce fameux CERFA, il va engager l'entreprise, l'établissement dans le cadre de la déclaration. Qu'est-ce que moi, établissement, qu'est-ce que moi, entreprise, je vais déclarer auprès de la CPAM? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Donc le but est de rester le plus neutre possible, factuel et objectif. On évitera d'utiliser tous les adjectifs possibles dans les descriptions, vive douleur, effort violent, douleur intense. On préférera se limiter plutôt à douleur, effort, on est sur des ressentis, on supprime un peu les adjectifs. On essaie également d'utiliser au maximum le conditionnel dans la formulation des phrases. De même, nous ne sommes pas des médecins, nous sommes employeurs, donc évitons les qualifications médicales, sauf à recevoir bien sûr un certificat médical qui serait descriptif d'une lésion. On évitera tout ce qui est qualification du type entorse, fracture, élongation musculaire, des choses qui sont très détaillées, mais qui ne correspondent pas forcément à la réalité de la lésion. Donc, limitons-nous à douleur, hématome, des choses qui sont visibles ou pas d'ailleurs. Autre point important, un témoin est un témoin oculaire des faits uniquement.
on voit souvent cette problématique ressortir dans le cadre des déclarations, n'est témoin que celui qui a vu l'accident se produire. Sinon, il est une première personne à viser. Nous allons voir maintenant comment émettre des réserves motivées. Mais avant de vous dire comment les émettre, je souhaiterais souligner l'importance d'émettre des réserves en matière d'accident du travail. Il est à noter qu'en matière d'accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas l'obligation de procéder à une instruction, à une enquête et de vérifier les faits qui lui sont soumis. Donc concrètement, comment ça se passe? Vous établissez une déclaration d'accident du travail sur laquelle vous ne formulez aucune réserve. La caisse primaire en l'état est en droit de considérer que n'ayant pas formulé de réserve, vous êtes en accord avec les propos, les faits rapportés par votre collaborateur et que vous les présentez en l'état à elle. Donc sa vérification, elle va consister simplement à recevoir par la suite le certificat médical initial et à vérifier que la lésion qui est indiquée dans ce certificat médical concorde bien avec les faits qui lui sont présentés. Donc c'est un contrôle assez sommaire de cohérence dans les faits qui lui sont présentés, sans aucune obligation d'investiguer sur les faits déclarés. Tandis qu'en émettant des réserves motivées, vous déclenchez auprès de la caisse primaire une obligation de procéder à des investigations complémentaires auxquelles vous allez être, ainsi que le salarié, associé. Donc pour émettre des réserves motivées, vous disposez, depuis la réforme de 2019, d'un délai de 10 jours calendaires qui court à compter du lendemain de la rédaction de la déclaration d'accident du travail. Donc nous vous invitons à utiliser ce délai de 10 jours francs pour prendre de la distance par rapport aux faits qui ont été recueillis à chaud auprès du collaborateur, pour vérifier un certain nombre d'éléments, reconstituer, interroger les témoins, collecter également des documents, informations ou attestations en interne qui vont vous servir non seulement à émettre les réserves, mais également ensuite à participer à l'enquête de façon active. Deuxième point important sur les missions de réserve, c'est que depuis cette réforme de 2019, elles sont désormais transmises à l'employeur qui pourra les lire et y répondre. Ce qui finalement nous engage à être très prudents dans leur formulation et notamment être sûr d'être très objectif dans la rédaction et éviter également tout propos qui pourrait être perçu comme discriminatoire ou vexatoire par le collaborateur. Merci beaucoup Daniela. Après, Mm. voici notre premier sondage. Donc, il s'affiche dans l'onglet sondage qui se trouve juste en haut à droite de la plateforme. Alors, on vous pose cette question. Connaissez-vous tous les motifs de réserve? Oui, non. On vous laisse quelques secondes pour y répondre. Et je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous poser toutes vos questions pendant le webinaire dans la partie chat participant. On tentera d'y répondre à la fin de cette session. Vous êtes déjà nombreux à nous poser vos questions, donc on tentera avec Daniela et Floriane, d'y répondre à la fin, mais si nous n'avons pas le temps, d'y répondre, ne vous inquiétez pas, nous reviendrons vers vous avec une réponse détaillée et personnelle à la suite du webinaire. Alors, au niveau du sondage, donc vous êtes déjà nombreux à y avoir répondu, donc les résultats vont s'afficher sur votre écran. Alors, Daniela et Floriane, alors ils ont répondu à 90 non et à 10 oui. Eh bien, Très c'est bien. c'est plutôt intéressant, c'est révélateur quand même d'un besoin de connaissance davantage et c'est ce qu'on va, pouvoir, vous rappeler, dans les briques, juste après de notre présentation. Alors c'est, finalement assez logique de ne pas connaître ces motifs de réserve puisque, les textes prévoient que les réserves doivent être motivées, mais ne nous disent pas clairement ce que sont des réserves motivées et c'est la jurisprudence qui va venir compléter cette définition par plusieurs, décisions, arrêts successifs et pour, les connaître tous, c'est quand même, assez délicat. C'est pour ça qu'on vous propose un petit résumé, des motifs qui sont recevables au sens de la jurisprudence. Donc les réserves motivées peuvent porter sur 2 cas. Le premier des cas, pour lequel les réserves sont recevables, ce sont les réserves qui portent sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident. Donc, il s'agit des réserves par lesquelles vous allez émettre des doutes fondés sur la réalité de la survenue d'un accident, d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Au sein de vos réserves, vous allez pouvoir exprimer que le salarié ne rapporte pas la preuve de la survenue d'un accident ou à tout le moins qu'il ne
présente pas des constatations, des informations suffisamment cohérentes et concordantes pour pouvoir estimer que l'accident s'est bien produit au temps et au lieu du travail. Donc, quels sont les arguments qui vont pouvoir appuyer cela? Donc, dans un premier temps, le premier argument le plus évident, c'est l'absence de témoins. L'absence de témoins peut constituer un argument pour remettre en cause la survenue de l'accident. Ça ne peut pas être un argument qui suffit à lui seul, notamment lorsque l'absence de témoins s'explique par les conditions de travail du collaborateur. C'est-à-dire qu'il est supposé travailler seul, on ne pourra pas lui reprocher dans des réserves de ne pas apporter un témoignage, ou en tout cas, ça ne pourra pas être l'argument unique pour établir des réserves sur la réalité de son accident. Il faudra apporter d'autres éléments. En revanche, lorsque l'absence de témoins peut être considérée comme anormale au regard de la configuration de travail ou de la présence de collaborateurs à proximité, il pourra à lui seul constituer un argument suffisamment étayé, fondé, dans la mesure où il est bien motivé. Ensuite, vous pouvez également apporter d'autres éléments. Par exemple, le signalement tardif de l'événement accidentel à l'employeur peut constituer un argument, surtout dans la mesure où le Code de la sécurité sociale prévoit que le salarié doit déclarer son accident dans les 24 heures au plus tard. Également, vous pourrez mettre en évidence des incohérences et des contradictions dans les déclarations du salarié ou dans ses déclarations par rapport aux éléments que vous avez pu recueillir auprès des témoins, auprès des personnes présentes ou avisées. Vous pourrez également mettre en évidence l'absence de constatation directe, concordante, pour venir confirmer la survenue de l'accident, comme par exemple le fait que le salarié n'ait signalé aucune difficulté, qu'il ne soit pas rendu à l'infirmerie, qu'il ait pu poursuivre le travail sans difficulté apparente, qu'il n'y ait pas de marque d'accident sur les équipements utilisés. Tous ces éléments mis bout à bout viendront motiver vos réserves. Et enfin, le dernier point, c'est l'absence du constat d'une lésion visible sur le fait de l'accident, mais également constatée dans un temps suffisamment proche par un médecin. Voilà, n'hésitez pas à faire valoir vraiment tous les arguments. Ne vous faites pas l'économie d'aucun de ces arguments, puisque vous savez que cela va contribuer à motiver les réserves et à les juger recevables. Deuxième cas pour permettant de motiver des réserves, il s'agit de la cause étrangère. Donc, dans le cas de la cause étrangère, vous ne remettez pas en question la survenue d'un fait au temps et au lieu du travail. Par contre, vous remettez en question le lien causal entre cet événement ou la lésion du collaborateur et le travail. Deux exemples de cause étrangère. Le premier, c'est la soustraction du salarié à l'autorité de son employeur. Par exemple, vous avez un salarié qui interrompt son travail pour vaquer à ses occupations personnelles sur son temps de travail et qui, à cette occasion, est victime d'un accident. Vous pouvez émettre des réserves sur la cause étrangère. Donc, il s'agit bien là, attention, d'une soustraction du salarié à l'autorité de son employeur et non pas simplement d'une faute. Puisque dans certains cas, nous le voyons, les employeurs sont tentés d'émettre des réserves lorsque le salarié n'a pas porté les EPI qui lui étaient demandés de porter ou n'a pas respecté une procédure de travail qui lui était demandée de mettre en œuvre. Eh bien, ces fautes du salarié ne constituent pas des réserves, des motifs de réserve motivés, puisque lorsque le salarié commet ce type de faute, il reste sous la subordination de son employeur, il reste dans l'exercice de son activité professionnelle, il le fait certes de façon non conforme, mais il est toujours considéré comme étant au temps et au lieu du travail et sous l'autorité de son employeur. Donc tout accident survenu dans ces conditions est un accident de travail. Deuxième cas qui peut être invoqué à l'appui d'une cause étrangère, c'est l'existence d'un état pathologique indépendant dont souffre le salarié et qui se manifeste à l'occasion du travail. Je vais vous donner également un exemple pour illustrer. Un salarié a un problème de santé et à l'occasion du travail, ce problème de santé se manifeste. Eh bien, cela peut constituer une cause étrangère. Encore faut-il, et c'est important, que le travail n'ait joué aucun rôle aggravant de son état. Et ça, c'est un point très important, mais nous y reviendrons à l'occasion d'une illustration. Quand peut-on vraiment émettre des réserves? On va prendre, quelques exemples. Nous allons vous donner 2 exemples avec Daniela qui vont vous permettre de, visualiser peut-être davantage les motifs qui sont éligibles.
Prenons le cas de Sylvain. Sylvain, avant le début de sa journée de travail, nous informe qu'il a été victime d'un accident la veille. Il se serait tordu la cheville. Nous n'avons pas d'autres informations sur un fait accidentel. Il serait juste fait mal à la cheville. Il a poursuivi sa journée de travail et n'a informé personne, en espérant que la douleur allait s'atténuer. Il revient le lendemain et il me dit: J'ai encore mal à la cheville, je voudrais une déclaration d'accident de travail. Très bien, l'employeur est donc tenu de faire la déclaration d'accident de travail. Toutefois, il y a quand même des éléments qui ressortent dans un cas pareil. Puisque Sylvain n'a prévenu personne, et on sait que dans la plupart des établissements, il y a toujours l'information qui est prévue de remonter une blessure auprès du manager, auprès du N+1 ou auprès d'un responsable. Ici, il n'y a eu aucun signalement qui a été fait auprès de l'entreprise, ni auprès de l'infirmerie, ni auprès d'un manager, ni d'un quelconque témoin ou d'une première personne avisée. C'est un des premiers aspects qu'on va pouvoir mentionner dans le cadre de la déclaration. C'est que Sylvain nous informe de quelque chose dont nous n'avons aucun élément, nous ne savons pas non plus ce qui s'est passé, il n'y a pas de précision sur son activité de manière complète et aucune information, aucun témoin, alors qu'il ne travaille pas seul sur son poste. De plus, il a poursuivi sa journée de travail la veille et rien n'était visible. Il a poursuivi sa journée, ce qui veut dire que la lésion n'était pas suffisamment invalidante, visiblement, pour l'empêcher de poursuivre son activité. Mais elle l'est le lendemain. L'absence de lésion ou de difficulté visible et constatée, eh bien, le lendemain, effectivement, on peut voir peut-être une lésion éventuelle auprès de Sylvain sur sa cheville, mais peut-être qu'il n'y a rien du tout, que nous sommes simplement sur une douleur. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir apporter dans le courrier de réserve comme information. Nous allons terminer également sur les points qui sont soulevés. Vous rappelez-vous, absence de fait accidentel au temps et au lieu du travail, et aussi cause totalement étrangère à l'activité professionnelle. Ici, cette cause, quelle sera-t-elle? C'est que Sylvain s'est tordu la cheville visiblement la veille, mais nous n'avons aucun élément. Le soir, il a très bien pu vaquer à ses occupations personnelles, aller au sport, rentrer chez lui, se blesser pendant ses activités personnelles, alors qu'il n'était pas sous le pouvoir de l'employeur, ni aucun lien de subordination, ni lien de pouvoir de direction dans ce cadre-là. Il a pu se blesser en dehors de son temps de travail, sur son temps libre. C'est un point qu'on va pouvoir mentionner dans le cadre des réserves. Et avec l'ensemble de ces éléments-là, nous serons sur des réserves motivées. Deuxième exemple, Bernard se trouve en salle de pause pour prendre son café avant de commencer sa journée de travail. Lorsqu'il est pris d'un malaise, il se sent faible, il a du mal à respirer. Ses collègues le font s'asseoir jusqu'à l'arrivée des secours. Après échange avec ses proches, vous découvrez qu'il souffre d'une pathologie cardiaque. Donc, dans le cas du malaise, la première recommandation qu'on peut vous donner, c'est d'émettre une déclaration d'accident du travail systématiquement dans le délai de 48 heures, ce qui fait encore souvent défaut parce que souvent, dans le cas du malaise, on a du mal à déterminer si ça peut ou pas être qualifié d'accident du travail. Par précaution, il vaut mieux toujours déclarer l'accident et émettre une réserve puisque l'employeur n'a pas à juger finalement du caractère professionnel d'un événement. Il doit laisser ce jugement à la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, vous allez pouvoir émettre des réserves qui vont être motivées ici par la cause étrangère dont vous avez été informé, à savoir un état indépendant. Ce monsieur a une pathologie connue, cardiaque, qui a pu être à l'origine du malaise dont il a été victime en salle de pause. Mais attention, le simple fait de mentionner cet état indépendant du travail ne va pas suffire à écarter la qualification d'accident du travail. Vous allez encore devoir démontrer l'absence totale de lien entre son malaise et le travail et indiquer que le travail n'a joué aucun rôle, même ne serait-ce qu'aggravant de son état. Pour cela, il va falloir vraiment vous intéresser à l'environnement de travail de votre salarié au moment de son malaise et un petit peu passer en revue toutes ses conditions de travail et mettre en évidence leur caractère normal et exempt de tout effort ou de tout effort excessif. Donc là, dans le cas de Bernard, il venait d'arriver au travail, il n'avait pas encore pris son poste, il n'avait pas commencé son activité, il prenait un café, l'ambiance était a priori détendue, le travail ne semble pas avoir pu jouer un rôle aggravant. Donc tous ces éléments-là, même s'ils paraissent évidents dans notre cas, il ne faut pas se faire l'économie de les indiquer dans le courrier de réserve. Et enfin, point très important sur ce type de dossier, il sera extrêmement important d'aller consulter le dossier au moment de la clôture de sa constitution par la CPAM et notamment porter une attention très particulière aux éléments médicaux qui vont pouvoir figurer dans ce dossier et au certificat médical descriptif qui va pouvoir nous donner une indication sur l'origine extra-professionnelle
de son état. Parce que oui, on a vu que émettre des réserves permettait d'ouvrir une instruction, mais comment continuer à faire valoir son point de vue lors de l'enquête avec la CPAM? Le courrier de réserve va être le point d'entrée. C'est lui qui va permettre à la CPM d'ouvrir l'instruction, puisque dans le cas de réserve motivée, la Sécu doit ouvrir une instruction auprès de l'employeur. Cette instruction, elle va faire l'objet d'un envoi auprès de l'entreprise et d'un envoi auprès du salarié, de manière à avoir une information qui soit contradictoire. Première étape, c'est un questionnaire qui est en ligne, disponible pendant 20 jours pour les accidents de travail. Vous disposez donc en tant qu'employeur de 20 jours pour compléter ce questionnaire et apporter tous les éléments que vous allez pu recueillir dans le cadre de cet accident de travail. Vous allez pouvoir y joindre des témoignages, des éventuelles visites médicales d'aptitude si besoin, des photos, des comptes rendus d'informations, des analyses d'accidents qui ont pu être réalisées, des recueils d'effets annexes et complémentaires, par exemple de managers, d'encadrants, de collègues de travail, de manière à fournir toutes les informations qui vont dans le sens de votre version des faits et de votre version de l'histoire de ce fameux incident ou non-incident si vous considérez qu'il n'y a pas de fait d'accidentel. L'employeur a sa partie questionnaire, le salarié a aussi sa partie questionnaire. Il va aussi être invité à répondre à un questionnaire dans les mêmes délais et la sécurité sociale va ensuite récupérer dans le cadre de l'instruction les deux questionnaires pour statuer. Il est aussi possible, dans les cas où l'agent de la CPAM effectue des moments d'instruction complémentaires, une enquête complémentaire, que vous puissiez retrouver par la suite des éléments complémentaires d'instruction. En cas de difficulté, puisque maintenant tout se fait de manière dématérialisée sur Questionnaire Risque Pro Amélie, je pense que c'est un site que vous connaissez et pour lesquels on peut parfois avoir des difficultés d'accès, notamment pour obtenir les codes de déblocage d'adresses mail, puisque à chaque établissement est rattachée une adresse mail de contact. N'hésitez pas, même si c'est fastidieux, à contacter la CPM sur la partie employeur pour obtenir l'ensemble des informations relatives au questionnaire en ligne. Tous les membres de la sécurité sociale sont formés pour être en capacité de vous répondre sur ces questions-là. C'est un petit peu long, mais quand on arrive à les avoir, on peut avoir toutes les réponses aux questions sur la partie questionnaire risque pro, puisque c'est une plateforme de la CPAM. Donc, première étape, la complétude du questionnaire qu'on vous invite vraiment à remplir de manière précise et en complément du courrier de réserve, hein. Le courrier de réserve vient juste ouvrir l'instruction. L'étape d'après est extrêmement importante. C'est ce fameux questionnaire qui est rempli par le salarié et par l'employeur. L'étape juste après, c'est la consultation des pièces. Cette période, elle dure 10 jours et pendant cette consultation, vous allez avoir accès à tous les éléments du dossier, votre compte rendu, votre questionnaire, plus toutes les pièces que vous avez apportées, mais aussi les pièces complétées par le salarié et l'agent de la CPAM s'il y a lieu. Vous allez avoir accès à toutes ces informations. Vous allez pouvoir les télécharger, d'ailleurs c'est ce qu'on vous invite à faire, à sauvegarder l'ensemble des pièces disponibles lors de la mise en consultation. Faire également une capture d'écran ou une impression de la page de toutes les pièces qui sont mises à votre disposition de manière à s'assurer que l'ensemble des éléments qui ont été transmis figuraient bien dans le cadre de la consultation, dans le respect d'une procédure contradictoire entre l'employeur, la CPM et le salarié. Et vous allez pouvoir émettre des observations complémentaires au regard des informations qui sortent du questionnaire du salarié, mais aussi éventuellement de l'enquête complémentaire faite par l'agent de la CPAM. Cette partie-là, elle est importante, surtout dans les cas très particuliers, harcèlement, contexte social tendu, tous les cas de RPS. Nous vous invitons, dans le cadre des observations, à bien reprendre point par point l'ensemble des éléments qui peuvent être identifiés par le salarié comme posant souci et de répondre pareil, de manière très pragmatique, objective, sur chacun des points identifiés, notamment dans les cas où il y aurait des risques derrière de prud'homme ou autre. Tous ces éléments-là vont être importants dans le suivi de ces dossiers et vont vous permettre peut-être aussi d'obtenir un refus de prise en charge de l'AT. Merci beaucoup Floriane, merci beaucoup Daniela pour ces éclairages précieux sur la gestion de la déclaration d'accident du travail. À présent, on vous pose une deuxième question qui va s'afficher sur votre écran dès maintenant et on vous pose cette question. Allez-vous consulter les pièces du dossier à la fin de l'instruction et rédigez-vous un courrier d'observation? Oui, non. On vous laisse quelques secondes pour y répondre.
et par la suite, nous tenterons de répondre à toutes vos questions. Vous avez été nombreux à nous poser vos questions et nous vous en remercions. Très bien, une première tendance se dessine d'ores et déjà. On vous laisse encore quelques secondes pour y répondre. Et n'hésitez pas aussi à télécharger le support de présentation qui s'affiche sur votre écran dans la partie ressources juste en bas à droite pour, voilà, vous donner, toutes les indications qui vous ont été, dévoilées aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à le télécharger. Très bien, le sondage est maintenant terminé et les résultats s'affichent sur votre écran. Alors vous avez été 64 à nous répondre non et 36 à nous répondre oui. Souhaitez-vous commenter ces résultats, Daniela, Floriane? Eh bien, on espère que, à l'issue de cette présentation, vous serez, davantage à aller, consulter les pièces et à recouper l'ensemble des informations, pour que ça puisse vous aider dans le cadre de l'instruction. Super, merci beaucoup. Alors, je vais vous poser un bon nombre de questions, mais on va déjà commencer par les premières questions qui nous ont été posées, par les participants. Alors, la première question, c'était sur l'exemple, vous savez, de Bruno. Donc: «Bonjour, si Bruno ne remonte pas l'information à son responsable immédiatement, comment faire?» Eh bien, c'est toute la difficulté effectivement qu'on va avoir, dans les cas dans ce type de cas-là. Parce que, hem on est contraint, dans le cadre de process internes des entreprises, d'essayer de mettre en place des canaux de communication pour remonter l'information le plus facilement auprès des personnes qui sont habilitées à réaliser les déclarations d'accident de travail. Ce qu'on peut conseiller à nos clients, c'est vraiment d'avoir une communication la plus active possible, notamment auprès des managers de proximité, sur l'importance de communiquer, de remonter tous les faits accidentels qui peuvent exister dès la survenance. C'est-à-dire que ce soit mon fait accidentel ou l'un de mes collègues. Truc s'est fait mal pendant qu'il manipulait ça. Je remonte l'information à mon manager. Et ce manager va être le relais auprès de l'équipe RH. Il va être en capacité de refournir l'information. Dans l'exemple qu'on avait cité, il existait un recueil des faits qui était organisé dans l'entreprise. Par contre, ce recueil, on l'a vu, il arrive peut-être tardivement auprès de l'équipe parce qu'il a été remonté le vendredi, mais n'a pas été traité le jour même, alors que la connaissance était du jeudi. Comment est-ce qu'on peut prévoir en termes d'organisation comment l'information va se remonter? Le plus fluide, c'est d'avoir des échanges dans l'idéal, le plus facilement possible avec des courriers d'alerte ou de mails d'alerte, trouver un fonctionnement qui soit propre à l'établissement pour, avoir un contact très rapide entre, la personne qui va faire la déclaration et le management ou les encadrants. Très bien, merci beaucoup Floriane. Alors toujours sur l'exemple de Bruno qui a suscité des questions. Si Bruno quitte son poste, va voir son médecin, il le met en arrêt et ne transmet pas les détails nécessaires à la déclaration. Que faire dans ce cas-là? Alors, dans Alors notre exemple, c'était Jean-Jacques, hein, qui s'était blessé, je crois. Là, c'est Bruno du coup. Alors, j'allais apporter ce complément à ce que Floriane vient de dire. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, parfois, nous n'avons pas toutes les informations, disponibles et nécessaires pour, établir la déclaration d'accident du travail. En dehors du cas qu'on a cité en exemple, il y a parfois des cas où les salariés même ne déclarent rien, vont chez leur médecin, transmettent tout simplement un certificat, mentionnant un accident dont on n'est absolument pas informé. La recommandation qu'on peut vous donner à ce moment-là, c'est toujours de tenter d'émettre une déclaration d'accident du travail dans les délais avec les informations disponibles, de ne jamais extrapoler, ces informations, et essayer de combler, on va dire, les vides, en donnant des informations qui vous paraissent logiques. Il vaut mieux à ce moment-là laisser des vides dans la déclaration d'accident du travail en mettant des termes comme «inconnu», «nous n'avons pas l'information», ce qui va avoir également pour avantage de contraindre en principe la caisse, à se poser des questions et à effectuer une instruction. Et bien sûr, ensuite, vous avez la chance de pouvoir y revenir et apporter ces compléments dans le courrier de réserve pour lequel vous disposez de 10 jours. Donc c'est la meilleure pratique, c'est déclarer avec les informations qu'on a, uniquement avec les informations qu'on a. Quand on ne sait pas, indiquer que le salarié ne nous a pas transmis l'information, ce qui vient en quelque part à charge pour lui, et ensuite compléter par le fameux courrier de réserve dans les 10 jours. D'accord, très clair. Merci beaucoup Daniela. Alors une troisième question, alors c'est pas sur Bruno, donc c'est une autre question cette fois-ci. Si nous effectuons une DAT, mais que le salarié ne fournit pas de certificat pardon, médical, l'accident laté est-il reconnu? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que la sécurité sociale, elle va recevoir d'un côté une déclaration d'accident de travail et il va lui manquer un certificat. Si elle ne reçoit rien du tout, elle va classer le dossier.
pour défaut de réception d'un certificat médical. Toutefois, il faut quand même garder en tête que le salarié, il dispose de 2 ans pour fournir un certificat médical en lien avec un AT, donc ce qui est très, très long. Mais c'est une possibilité. Après, on peut émettre des réserves lorsque la consultation médicale était extrêmement tardive ou lorsqu'on a une information tardive sur cette partie-là. Dans tous les cas, si vous faites la déclaration, mais qu'il n'y a pas de consultation médicale, j'entends ni prescription de soins, ni prescription d'arrêt de travail, hein, une consultation médicale auprès d'un médecin généraliste ou des services des urgences, dans ce cas, il y a classement de dossier. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Floriane. Alors, une quatrième question, peut-on omettre des réserves si le salarié nous a dit que le médecin a antidaté le certificat médical? Alors la question c'est vrai que n'est pas très précise dans son contexte. Le seul fait que le médecin ait antidaté, le certificat médical, il faudrait savoir pourquoi, ne me semble pas, être de nature à remettre en cause les faits qui se sont produits au temps en lieu du travail. Donc je vais nuancer ma réponse. Si, il y a eu un fait accidentel, qui s'est produit au temps et au lieu du travail avec un témoin, une chute avérée, le seul fait que le médecin ait antidaté le certificat, mérite, on va dire, d'être porté à la connaissance de la caisse dans la mesure où il n'est pas censé le faire, effectivement. Mais, je ne pense pas que cela suffise à être considéré comme un motif de réserve étayé. Par contre, si c'est un élément, qui parmi d'autres vient, remettre en cause, ou jeter des doutes sur le fait accidentel, je vous conseille évidemment là aussi de le porter à la connaissance de la caisse, mais de le coupler à d'autres arguments que nous venons de voir dans la présentation, à savoir s'il y a absence de témoin, si le signalement est tardif, de la même manière l'indiquer, si, il n'y a pas de constatation précise concordante l'indiquer. Donc ne pas se contenter de cet élément, essayer d'en collecter d'autres autour pour étayer un doute, suffisant. Très bien, merci beaucoup Daniela. Alors je vais coupler 2 questions qui finalement ont la même finalité. Quid de l'accident sur le temps de pause en allant à la cantine? Ou est-ce que lorsque le salarié est en pause, est-il soustrait à l'autorité de l'employeur? Alors, il va y avoir plusieurs aspects sur cette partie-là. On va avoir, différents cas. Tout d'abord, il y a le salarié qui va manger au sein de la cantine de l'entreprise ou au sein du bâtiment de l'entreprise. À partir du moment où il est dans le cadre de son entreprise, qu'il ne sort pas, il reste pendant un temps de travail. Donc on va faire une déclaration d'accident de travail. Par contre, on est bien sur une activité qui n'est pas en lien avec son activité professionnelle. Donc si, il s'étouffe, eh bien, on va faire une DAT, mais on va peut-être faire aussi un courrier de réserve en disant que bon, il s'est étouffé avec une arête de poisson, j'ai déjà vu passer ce genre de cas, eh bien, on n'est pas en lien avec l'activité professionnelle. Mais on est bien au temps et au lieu du travail. Donc on doit faire une déclaration d'accident. Accident de travail. L'autre possibilité, c'est mes collaborateurs sortent à l'extérieur du bâtiment, à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement pour aller manger. Se blessent pendant soit le trajet pour aller à l'extérieur au restaurant, soit dans le cadre du restaurant. Eh bien, là, nous serons sur des déclarations d'accident de trajet, parce qu'on est sur le trajet protégé pendant la pause méridienne ou méridionale, je ne sais plus comment on dit, la pause du midi. Et donc, pendant ce temps-là, on fera une déclaration d'accident de trajet. D'accord, OK. Très bien, très intéressant. Alors, une cinquième question. Comment réagir quand le salarié demande une feuille de soins que le lendemain de l'accident? Et peut-on déclarer comme une date de contestation le jour de la remise de la feuille de soins? Alors là encore, la question mériterait peut-être, d'être, précisée. La remise de la feuille de soins doit être faite en principe en même temps que la déclaration, d'accident du travail. Elle est soumise aux mêmes obligations, que celle de déclarer. Elle doit être faite dans les 48 heures à partir de la connaissance de l'événement. Voilà, donc si, la remise de la feuille de soins est faite le lendemain parce que le salarié a attendu le lendemain pour signaler, l'événement accidentel, effectivement, c'est un élément qui permet, en quelque sorte, d'émettre des doutes, sur l'accident. Mais là encore, il faut voir le contexte de l'accident. Est-ce qu'il y a d'autres éléments pour le remettre, en cause? D'accord, très bien. Alors là, une question un peu particulière, mais je vous la pose. Une dispute, pardon, a eu lieu sur le lieu de travail et a été déclarée comme arrêt de travail par le salarié. Ce motif est-il recevable? Eh bien, la dispute
entre 2 préposés, entre 2 membres du personnel, peut constituer un fait accidentel parce que, elle engendre un événement brusque, soudain, que l'on va qualifier de fait accidentel potentiellement. Il conviendra quand même de creuser derrière si, cette dispute est en lien avec l'activité professionnelle ou pour une cause totalement, personnelle. Faire ce distinguo est important. Elle peut avoir entraîné une lésion, on les voit, hein, ce genre de d'altercation qui entraîne des lésions psychologiques et pour lesquelles on reste dans du fait accidentel, en tout cas au sens de la législation actuelle. Donc oui, c'est une possibilité. Maintenant pour ce type de cas, il est important de creuser un peu sur ce qui s'est produit, sur, la typologie de l'altercation, hein, il y a différents degrés. Il y a bien sûr aussi des différences entre l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur dans le cadre d'une altercation qui n'en est pas vraiment une, mais qui peut être un entretien de recadrage, par exemple, pour lequel, eh bien, quand tout se passe bien dans des conditions normales, ça n'est pas constitutif d'un fait accidentel. On est obligé de faire une déclaration, mais il y aura bien sûr des réserves. Et les autres cas où il peut y avoir des altercations entre salariés sur d'autres motifs. D'accord, très bien. Merci pour cet éclairage, parce qu'ils ont été nombreux à poser, ces questions autour de la dispute entre collègues. Mmh. Donc, c'est Bah, top. vraiment, ce qui va être déterminant, c'est, la raison de la dispute. Est-ce qu'elle est en lien avec, l'activité professionnelle ou est-ce qu'elle Mmh. porte sur, les relations privées que peuvent entretenir, les collaborateurs en dehors du travail? Donc là, bien sûr, on va pouvoir, discuter, sur ce point, si on a l'information que, ce sont des motifs personnels qui conduisent à l'altercation. D'accord, très bien. Alors, une sixième question, faut-il déclarer un accident du travail pour un salarié qui s'est blessé en télétravail? Alors oui, car, pendant son activité de télétravail, le salarié, il est certes chez lui, mais on est quand même sur quelque chose de particulier parce qu'il est chez lui, mais il travaille pour l'employeur et donc il est donc dans son activité de travail. La jurisprudence est plutôt favorable, hein, sur la prise en charge des accidents qui surviennent au temps, du télétravail dans le cadre du temps d'activité. Il va y avoir des nuances plutôt sur le moment, de la blessure. C'est-à-dire que si c'est le matin, je descends les escaliers pour aller à mon bureau de travail chez moi, et bien là, clairement, on est sur, de l'accident de travail parce qu'il se dirigeait vers son bureau de travail. Par contre, si, il descend les escaliers de sa cave sur son temps de travail pour aller à vider sa machine à laver, là, on n'est pas vraiment dans l'exercice de l'activité professionnelle et donc il faudra creuser sur cette partie-là. La difficulté étant d'obtenir l'information sur la véracité Mmh. des faits qui se sont produits, bien sûr, par rapport à ça. Mais en télétravail, vous êtes tenu de faire une déclaration d'accident. OK, très bien, merci beaucoup. Alors, une dernière question. Tout à l'heure, Floriane, tu parlais des sanctions possibles de la CPAM si le délai, de déclaration était tardif. Donc, cette personne nous pose cette question: quelles sont ces sanctions possibles? Alors on va avoir, des sanctions pénales qui sont possibles jusqu'à, une amende de quatrième classe, il me semble, c'est une C'est ça. contravention et des sanctions civiles qui sont aussi possibles d'être émises, hein, des amendes civiles. Le La plus lourde sanction qui peut être émise dans le cas des déclarations tardives, c'est, la CPM qui demande l'entièreté du remboursement de l'ensemble des frais qu'elle a avancés dans le cadre de l'AT. C'est-à-dire les frais, les indemnités journalières bien sûr, mais aussi tous les frais médicaux qui sont associés, à l'AT du salarié. S'il y a eu une opération, s'il y a eu des radios, l'ensemble de ces frais peut être demandé en remboursement auprès de l'employeur. On est vraiment dans les cas extrêmes de sanctions pour les déclarations tardives. D'accord, très bien. Alors, je vous ai dit une dernière, mais non, cette fois-ci, c'est vraiment la dernière. Un accident de voiture pour les salariés itinérants est-il considéré comme un accident de travail et ou comme un accident de trajet? Alors, il faut savoir que pour les salariés itinérants, l'accident qui survient, sur le trajet, soit pour se rendre sur le lieu de mission ou, trajet intermission, sont considérés comme des accidents de mission qui sont assimilables à des accidents du travail. D'accord, super. Alors, malheureusement, le temps, file et nous n'avons plus de temps pour répondre à vos questions, mais nous reviendrons vers vous pour répondre personnellement et individuellement à vos questions. Donc ce webinaire sur l'importance de la gestion des déclarations des accidents de travail et la phase d'instruction est maintenant terminé. Un grand merci Daniela et Floriane pour vos précieux éclairages tout au long de cette session et pour la réponse à toutes ces questions. Vous pouvez retrouver le support de présentation, donc juste en bas à droite dans la partie ressources du live et vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos webinaires RH sur notre site pardon, aiming.fr, rubrique événements webinaires. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.
Merci, au revoir. Merci, bonne journée.